Donc, on va essayer de commencer ce cours de Deep Learning. Et comme vous le constatez normalement dès le début, on essaye bien sûr, de montrer comment ça marche, l'apprentissage et quels sont les problèmes qui peuvent empêcher un problème, bien que empêcher un apprentissage qui est correct. Donc, il y a plusieurs problèmes et nous avons essayé d'évoquer les problèmes qui sont récurrents, à savoir le problème d'initialisation du modèle, c'est-à-dire l'initialisation des poids, et par la suite le choix des fonctions d'activation, et aussi normalement pour détecter les problèmes lors de l'apprentissage, on doit être capable d'analyser la courbe, bien sûr, d'apprentissage qui contient ou bien qui montre l'évolution de l'os, de la fonction de l'os, et aussi qui montre la performance de notre modèle. Donc, une analyse euh, des courbes contenant ces informations, on peut dégager les éléments nécessaires pour savoir est-ce que notre modèle, pendant l'apprentissage, est-ce qu'il contient des problèmes ou pas. Donc, la détection de ces problèmes nous, peuvent nous permettre, bien sûr, de les éviter et de réagir correctement selon la nature du problème pour finalement produire un modèle de qualité. Et aussi, nous avons évoqué la dernière séance le problème d'Endelphi-Eaton et quelles sont les solutions qu'on peut proposer face à ce problème. Et aussi l'overfitting, nous avons présenté c'est quoi exactement et nous avons donné un exemple qui présente l'overfitting et quelles sont, bien sûr, nous avons proposé des solutions pour éviter ce qu'on appelle l'overfitting. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui peut avoir lieu souvent, et ce normalement ça concerne le problème de mise à jour des gradients. Et ici, il y a deux types de problèmes, soit le vanishing problem, c'est-à-dire que pendant le calcul des gradients qui constituent normalement la mise à jour des poids du modèle, ces gradients deviennent proches de zéro. Ces valeurs proches de zéro ou bien égales à zéro empêchent l'apprentissage. C'est-à-dire même si le nombre d'itérations est grand, le nombre d'époques est grand, à ce moment-là, il va servir à rien parce que le modèle il va rester dans un état où il n'y a pas d'apprentissage. Ça, c'est pour le vanishing problem. Pour l'exploding problem, normalement, ça c'est un autre problème et qui indique l'inverse. Au lieu d'avoir des valeurs de gradient très petites, pour l'exploding problem, on va avoir des valeurs de gradient très grandes. Ces valeurs très grandes, avec l'avancement dans l'apprentissage, et vu la nature de notre réseau de neurones, parfois il peut avoir plusieurs couches, et puisque la rétropropagation nécessite une multiplication répétée de la dérivée des fonctions d'activation à partir de la couche de sortie jusqu'à la couche d'entrée. Donc ces multiplications répétées, comme nous allons essayer de le voir pendant cette démonstration, ces multiplications répétées vont générer ce qu'on appelle des valeurs très grandes. Ce qui mène bien sûr à un certain moment que notre programme ne peut pas faire des calculs. Et ce va entraîner va amener à avoir des valeurs, ce qu'on appelle des non-values, à cause de capacité de calcul qui va être bloquée. Donc, ce qui empêche l'apprentissage par la suite. Donc ça, dans un premier temps, nous allons essayer de voir ces deux problèmes. Alors, dans un premier temps, bien sûr, nous allons commencer avec le vanishing problem, le présenter, ce que c'est exactement
Et par la suite, nous allons essayer de donner un exemple qui met en évidence ce problème. Cet exemple, normalement, il est from scratch et dans le code est le suivant, c'est-à-dire il contient une fonction principale qui est l'entraînement, qui va entraîner notre réseau, d'accord, qui est résumé à un ensemble de paramètres. Et par la suite, on va essayer de faire un ensemble d'époques. Et durant ou bien pendant ces époques-là, pour chaque époque, nous allons faire un forward pass dans lequel nous allons calculer la sortie. Bien sûr, en utilisant X, c'est-à-dire le dataset d'entrée et les paramètres déjà initialisés. Donc, nous pouvons calculer la sortie. Une fois calculé la sortie, à ce moment-là, on peut calculer l'erreur. Et bien sûr, dans le backward pass, on va mettre à jour les gradients. Mais avant de les mettre à jour, il faut les calculer les gradients. Donc, cette fonction backward propagation, elle calcule les gradients. C'est-à-dire les gradients, c'est-à-dire la dérivée de l'os par rapport à chaque paramètre. Et bien sûr, pour résumer, nous allons utiliser les matrices et les vecteurs. Une fois les gradients sont calculés, alors on peut mettre à jour les gradients. Donc il y a une autre fonction qui s'appelle update parameters qui va utiliser la version précédente de parameters et les nouveaux gradients utilisés et bien sûr le learning rate. Parce que la mise à jour de chaque paramètre égale l'ancien paramètre moins le gradient fois le learning rate. Donc nous avons tous les éléments ici pour cette fonction-là qui doit être capable par la suite de calculer ou bien de mettre à jour les paramètres. Alors ça, finalement, on va essayer de détailler cette fonction. Pas surtout, nous allons essayer de montrer ce que c'est exactement Forward Pass Propagation et quel est le contenu de ce code source là pour arriver à calculer la sortie. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif principal. Alors, bien sûr, les étapes à suivre sont, premièrement, il faut créer des données synthétiques, c'est-à-dire on va générer aléatoirement des données euh, pour finalement ayant 10 entrées uniquement, c'est-à-dire 10 lignes et 3 caractéristiques, 3 features. Et par la suite, nous allons essayer de créer un réseau de neurones selon cette architecture. Donc, il y a 3 couches cachées qui s'appellent H1, H2, H3. Chaque couche cachée contient 5 neurones. Et bien sûr, il y a input layer qui contient le 3 neurones. Pourquoi? Parce que ici, nous avons 3 features. Et il y a l'output layer qui contient un seul neurone. Bien sûr, pour résumer, nous devons utiliser euh, une manière d'initialisation de différentes couches. Donc, nous allons utiliser une liste ou bien un tableau. C'est une variable qui s'appelle layerdim, qui contient uniquement le nombre de neurones de chaque couche. Ici, 3 c'est pour la couche d'entrée, 5 pour la première couche cachée, et ainsi de suite, jusqu'à la couche de sortie qui contient uniquement un seul neurone. Donc, ce tableau-là sera utilisé pour initialiser dans un premier temps tout notre réseau de neurones. C'est-à-dire, il y a une fonction qui s'appelle par exemple initialize parameters qui reçoit en paramètre cette variable qui est une liste ou bien un tableau et elle va initialiser tout le réseau avec les différents paramètres qu'il faut. Sachant que nous avons déjà normalement les prérequis nécessaires pour déjà comprendre que ici normalement il y aura combien de tableaux, d'accord? Parce qu'il y aura une matrice de poids. Et si vous avez constaté normalement, pour chaque neurone, il sera connecté à un neurone de la couche suivante ou bien précédente. Donc ce neurone-là sera connecté à tous les neurones de la couche précédente. La même chose pour ce neurone, et ainsi de suite. Donc ici, en résumé, pour cette couche H1, va avoir une matrice de poids qui s'appelle W1. D'accord? Donc ce W1 contient combien de tableaux? C'est un tableau principal. D'accord? C'est un tableau principal qui contient 5 tableaux. Donc chaque tableau
contient 3 valeurs. Et ces valeurs seront générées aléatoirement. Donc ça, c'est le premier tableau, le deuxième tableau, le troisième tableau jusqu'à le cinquième tableau. Donc ça, c'est uniquement pour cette couche qui est H1. Donc pour la deuxième couche, ça c'est pour les W, d'accord? La même chose pour les bytes, on aura un tableau, d'accord? Mais qui contient uniquement 5 valeurs. La première valeur, la deuxième valeur, et ainsi de suite jusqu'à la cinquième valeur. Pourquoi? Parce que chaque neurone doit être accompagné par un byte. Donc ça, en ce qui concerne comment on marche derrière pour initialiser notre réseau de neurones. Donc ça, c'est l'affaire de cette fonction qui va initialiser tout le réseau de neurones en utilisant cette manière de faire. Aussi pour cette couche-là, c'est pour le W2, on doit avoir, il va utiliser, bien sûr pour la première couche, il va utiliser combien de, de paramètres finalement? Nous allons avoir 5 tableaux, chaque tableau contient 3 valeurs. Ça c'est pour la première, pour W1. Pour W2, on va avoir 5 tableaux et chaque tableau contient 5 valeurs. Pour W3, la même chose. Nous allons avoir 5 tableaux et chaque tableau contient 5 valeurs. Pour W4, nous allons avoir un seul tableau qui contient 5 valeurs. C'est-à-dire c'est une matrice 1 fois 5 fois 1, si vous voulez dire. D'accord? Qui contient plutôt non, 1 fois 5, c'est-à-dire une seule ligne mais 5 valeurs pour la dernière couche. Donc ceci bien sûr est l'affaire de initialize parameters. Donc ça c'est, on va créer le réseau de neurones en fonction de ça. Donc utiliser la fonction d'activation segmode au sein de chaque couche. Alors à chaque couche, dans chaque couche on va utiliser ça. Bien sûr, il y a une sortie qui est l'activation qui est la fonction segmode. La même chose ici et la même chose là. Donc il y a toujours la fonction segmode. La même chose ici, il y a la fonction segmode. Par contre ici, normalement c'est l'input layer. Uniquement il y a des valeurs, donc il n'y a pas de fonction d'activation. Donc bien sûr le corps, pour simplifier la compréhension de la suite, le corps de notre fonction est le suivant. Donc l'objectif est de faire l'entraînement en utilisant l'input, l'output, la dimension de notre réseau, le nombre d'époques et le learning rate. Donc ce sont les éléments nécessaires pour faire apprendre un réseau de neurones. Donc la première phase c'est l'initialisation et ensuite on va faire l'apprentissage. Et pour l'apprentissage, il y a le forward pass et le backward pass, il y a la mise à jour des paramètres. Bien sûr, en utilisant, pour faire la mise à jour, il faut utiliser les anciens paramètres, les gradients calculés par le backward pass et le learner rate. D'accord, donc ça c'est le corps principal. Ensuite, chaque 10 itérations, on va essayer d'afficher la moyenne de gradient de chaque couche et interpréter le résultat. Donc cette question, elle est importante. Pourquoi? Parce que pour voir est-ce qu'il y a le vanishing problem ou pas, donc on doit à chaque itération, on doit essayer de calculer la moyenne de mise à jour. C'est-à-dire le vanishing problem, nous avons dit, c'est qu'il y a des valeurs très petites, d'accord, disparaissent. C'est-à-dire la valeur de mise à jour, selon bien sûr, selon cette formule de mise à jour, cette valeur de mise à jour tend vers 0. Donc ce programme-là, son objectif principal est de faire la présentation de vanishing problem. Donc si on revient ici, le problème de vanishing signifie qu'il y a disparition des gradients, c'est-à-dire il n'y a pas de mise à jour. Par exemple, pour la mise à jour d'une couche, ça ce sont des paramètres. WL pour la couche cachée HL. D'accord, ça c'est en général. Donc HL c'est une couche ayant des paramètres qui s'appellent WL. Donc pour mettre à jour les paramètres de cette couche,
on va utiliser la formule suivante. WL est égal à WL moins la dérivée de l'os par rapport au paramètre WL. Donc, c'est quoi le vanishing problem? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à jour. C'est-à-dire de l'itération n, par exemple, à l'itération n plus 1, il n'y a pas de mise à jour. C'est-à-dire le modèle ne change pas pour cette couche. Ceci dit que s'il n'y a pas de mise à jour, c'est-à-dire cette valeur tend vers 0. Et cette valeur, delos dWL, ce n'est que cette valeur-là, en utilisant bien sûr chain rule, comme nous l'avons déjà vu pour l'algorithme de backpropagation. Alors ici, delos par rapport à WL égale à delos par rapport à DHL. Donc parce que le loss c'est ici, et ça dépend de la couche HL, parce que ici j'ai L grand L couche cachée. Alors, delos DHL, DHL, DHL moins 1 et ainsi de suite. D'accord? Et bien sûr, pour calculer la dérivée de chaque couche cachée par rapport à la couche cachée précédente, ceci dépend de la fonction d'activation. Parce que ici, normalement, la fonction d'activation, c'est elle qui va finalement, c'est-à-dire l'erreur dépend de la dérivée de la couche précédente, de la dérivée de la sortie qui est la fonction d'activation de la couche précédente. Donc ceci, normalement, en suivant cette formule. En analysant la formule, c'est-à-dire si les gradients sont, c'est-à-dire si ils sont petits, par exemple ici il y a 0,01, on va trouver des valeurs autour de 0,01. Et s'il y a ici aussi 0,01, d'accord, il y a ainsi de suite. Donc plus le nombre de couches, ou bien plus la couche concernée est proche de l'entrée, plus la valeur devient trop petite. Jusqu'à ici, on a par exemple 10 moins 4. D'accord, 10 à la puissance moins 4. Et si je vais continuer la multiplication, si je considère que toutes les couches vont donner 0,01, je risque d'avoir 0, donc on a 0,4, 0,6, moins 8 et ainsi de suite. Donc, quelque chose d'ordre 10 à la puissance moins 8 signifie que presque il n'y a pas d'apprentissage. Donc, le modèle ne change pas. Et ce, normalement, devient accentué plus on s'approche de la couche d'entrée. Par contre, les couches qui sont proches de la couche de sortie, ils ne vont pas avoir cet effet euh, comme le cas d'une couche proche de la couche d'entrée. Par exemple, si on va utiliser cette couche HL, finalement, la multiplication, ça va rester ici. D'accord? Au contraire de cette couche-là, d'accord, qui va avoir des multiplications si excessives. Donc voilà, donc lors de la backpropagation dont l'objectif est de calculer les gradients qui sont ça, les gradients sont multipliés par les dérivées des fonctions d'activation de chaque couche, c'est ce que nous avons montré ici. Donc ce problème devient intense avec des fonctions d'activation spécifiques parce que nous avons dit ça dépend de la fonction d'activation. Et donc les fonctions d'activation, il y a plusieurs types. Par exemple, ce problème de vanishing devient grave dans le cas où on utilise la fonction sigmoid ou bien vu leur nature. Leur nature ont deux choses parce que on s'intéresse à leur dérivée. Et si on va analyser la dérivée de la fonction sigmoid par exemple, dont le graphe est en bleu, donc on constate que plus l'entrée de la fonction sigmoid est loin de 0, plus la sortie tend vers 0. C'est-à-dire, c'est pas uniquement avoir 0,01, mais avoir 0,00001. Si on a une entrée, par exemple, autour de moins 5, d'accord, regardez, c'est très proche de 0. La valeur la plus grande
de la sortie de la dérivée de la fonction sigmoïde, c'est celle-là. Et elle ne dépasse pas 0,2. Et ça, c'est pour des entrées 0, mais très rare, où on va avoir des entrées 0 pour une couche donnée. D'accord? La plupart, on va avoir des entrées soit positives, soit négatives, mais qui sont différentes de 0. Et plus ils sont loin de 0, alors la dérivée devient trop petite. Donc, dans l'exemple que nous allons utiliser bien sûr la fonction sigmoid pour montrer comment obtenir un problème de vanishing. Voilà, donc ici, ce sont les étapes. J'avais bien sûr présenté quelques étapes et là, on va essayer pour montrer ou bien pour mettre en évidence le vanishing problem, on va essayer à chaque 10 itérations. Donc ici, il suffit d'ajouter un if ici, if epoch, bien sûr, le reste de la division entière de epoch par 10 différent de 0, ou bien égal à 0, alors faire, alors afficher un ensemble de choses. Par exemple, afficher la moyenne des gradients. Et dans le cas où il y a un vanishing problem, on affiche une alerte, c'est-à-dire il y a un vanishing problem détecté. Pendant l'apprentissage, on peut afficher ça. Bien sûr, si on utilise une implémentation from scratch. Alors, bien sûr, chaque itération, on va afficher la moyenne des gradients de chaque couche et on va essayer d'interpréter les résultats obtenus. Et on va vérifier si le vanishing problem a eu lieu, c'est-à-dire à notre if, ici on va l'ajouter. Bien sûr, si les gradients, on va supposer que si les valeurs des dérivés, d'accord, les valeurs des dérivés sont à l'ordre de 10 à la puissance moins 5, c'est-à-dire à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un vanishing problem. Pourquoi? Parce que cette valeur de mise à jour ne va pas changer considérablement l'état de notre modèle. Alors, voilà, donc ça c'est pour ce qu'on va afficher. Et bien sûr, par la suite, pour voir l'effet, parce que nous avons dit ceci, euh, le vanishing peut être relié à des fonctions d'activation spécifiques, comme le cas de sigmo et de tan. Par contre, tan, normalement, est un peu... S'il y a un vanishing problème qui va se poser en utilisant tan, il ne va pas avoir un effet comme le cas de la fonction sigmoid. Sigmoid, il peut être rapidement détecté. Par contre, le tan, euh, c'est un peu plus robuste, si vous voulez dire, par rapport à Sigmoid en termes de vanishing problem. Donc, on peut même changer par la fonction ReLU, peut-être qui va empêcher. Donc, j'ai pas encore testé, mais on va essayer de la tester par la suite. Donc, qui va éventuellement présenter une solution pour empêcher le vanishing problem. Donc voilà, donc finalement, générer les données, créer le programme d'apprentissage, analyser les résultats, vérifier est-ce que le vanishing problem a eu lieu ou pas. Et c'est quoi exactement le vanishing problem? Le vanishing problem, c'est-à-dire l'état de notre modèle ne change pas. Donc les paramètres, il n'y a pas de mise à jour. Donc, il y a le vanishing problem. Alors bien sûr, ça c'est l'algorithme en général, notre train network. Donc on va commencer par déjà le programme principal qui va faire appel à train network. Donc dans un premier temps, nous allons essayer de générer les datas. Donc cette data-là, on peut bien sûr, si je vais faire ceci, donc on va analyser ou bien réécrire le code pas à pas et essayer d'apporter des explications. Donc je vais créer un nouveau notebook. Je vais normalement le nommer app vanishing, vanishing, vanishing problem V2 parce que j'ai déjà créé un programme.
Alors jusqu'à présent, on va utiliser uniquement la library NumPy. Donc pour montrer profondément comment marche derrière. Ensuite, on va utiliser cette fonction. Donc cette fonction ici, on fixe le seed. Pourquoi? Parce que pour avoir, pour garantir d'avoir les mêmes, le même dataset. Le même dataset. C'est-à-dire génération des mêmes nombres aléatoires. Donc si je vais faire un X, bien sûr ici il y a le train, il n'y a pas. Donc le train n'a pas encore, voilà, je peux l'utiliser ici. Mais à chaque fois j'affiche le X, toujours je vais afficher la même chose. À chaque exécution, il n'y a pas de changement. Par contre, si on élimine le site, bien sûr, à ce moment-là, à chaque fois, on peut avoir une nouvelle exécution. Regardez, si je vais changer le site, maintenant, je vais avoir une nouvelle exécution. D'accord? Par contre, avec le site 1, j'ai toujours la même exécution. Avoir le même dataset, c'est bien pour bien étudier, bien sûr, l'évolution de l'apprentissage. Alors, dans un premier temps, on a initialisé le dataset. Donc, sachant qu'il y a trois features, donc il a finalement cette forme, trois features. Donc, voilà, ça c'est la première ligne, d'accord? La deuxième ligne et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la première ligne. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, combien de 1, 2, 3. Donc, ici, il y a normalement uniquement trois, trois lignes, mais avec 10 features. Donc, trois lignes d'apprentissage. Et normalement, ici, c'est l'inverse. Si on va faire le x.shape. Voilà. Donc, trois lignes et des colonnes. Donc, ici, c'est trois lignes. Trois exemples. Et normalement, trois features. Voilà. Alors, par la suite, il y a le Y ayant cette forme, bien sûr, le Y. Le Y, le Y, normalement, c'est un seul tableau avec une classification binaire, 0, 1. Donc, c'est un problème de classification. Ici, ce sont les dimensionnalités. Donc, ici, c'est 3 pour dire qu'on a trois neurones dans la première couche. D'accord? La première couche cachée. La deuxième couche, on a 5, la troisième couche, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière couche. Le nombre d'itérations, c'est 100 et le learning rate, c'est 0,01. Et par la suite, bien sûr, nous allons essayer donc jusqu'à présent, si on va générer les paramètres, les paramètres, alors paramètres égale. Donc, si on va faire appel à génération des paramètres. Donc la première chose, on va faire appel à initialisation des paramètres. On va voir comment initialiser nos paramètres. Donc ça c'est train. Par contre, ça c'est initialize paramètres. Donc je vais faire appel à cette fonction dont l'objectif est d'initialiser les paramètres. Donc qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit le tableau, d'accord? Le tableau ou bien la liste des couches. La première couche contient 3 neurones, 5, 5, 5 et ainsi de suite. Donc, ici, on a un dictionnaire, ou bien un dictionnaire de paramètres, et qui contient les paramètres de chaque couche séparée. Et chaque couche, normalement, elle a la clé WL. C'est-à-dire, pour la première couche, on aura W1, pour la deuxième couche, on aura W2, et ainsi de suite. Donc, ici, combien de tableaux je vais générer? Regardez ici, pour un premier tableau dont bien sûr, la clé parameters, dont la clé est calculée par W et le L commence avec 1. D'accord? C'est-à-dire W1. Pour le tableau paramètres
W1, il va avoir quoi? Il va avoir, par exemple, supposons qu'on va faire ça. Par exemple, un P point, je vais faire appel à ça. D'accord? Je vais faire appel à ça. Ou bien n'importe quelle table. Je vais faire, par exemple, T. Au lieu d'utiliser ça, ou bien je vais utiliser ça directement. Comme je peux utiliser T finalement, je vais faire deux choses. Voilà, je vais utiliser ça en deuxième lieu, mais en premier lieu, je vais utiliser directement T, un tableau qui contient un pair random et je vais lui donner deux choses. Donc, je vais lui donner par exemple 5 fois 6, c'est-à-dire un tableau ayant 5 lignes et 6 colonnes et fois. Donc, ici, dans un premier temps, déjà le T contient, regardez le T shape, il contient normalement 5, 6, mais les valeurs, c'est-à-dire il y a 5 lignes, chaque ligne contient 6 valeurs. Donc la première valeur, la deuxième valeur, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 5 lignes. Donc cette manière de faire contient donne le résultat suivant. Alors, l'IRSDIM, si je vais faire l'IRSDIMS, par exemple, l'IRSDIMS, et je vais faire 0, et je vais faire l'IRSDIMS 1. D'accord? Donc l'IRSDIMS, regardez, L avec L-1, c'est-à-dire je vais faire ici 0, mais ici 1, parce que L est L-1. C'est-à-dire ici, ça va donner pour 5, 3. 5, 3. C'est-à-dire 5 lignes, chaque ligne contient 3 valeurs. 5 lignes, chaque ligne contient 3 valeurs. Donc au lieu d'utiliser T, je peux utiliser des choses comme ça, de cette manière-là. Donc voilà, donc il y a un tableau de paramètres. Par contre, paramètres, c'est pas encore initialisé. On peut l'initialiser de cette manière, d'accord, pour dire qu'il s'agit d'accord, d'un dictionnaire et je vais avoir le résultat suivant. Donc voilà, ça, la même chose pour W2, d'accord, W2 qui est égal, W2 qui est normalement égal à un PDIMS 2,1, c'est-à-dire entre la couche 2 et 1. Donc ici, elle va avoir combien? 5, 5, d'accord? Ou bien je initialise. Voilà, 5, 5. Donc voilà, euh, chaque tableau contient 5 valeurs et j'ai 5 tableaux. Pourquoi? Parce que ici, le son shape est 5, 5. Cela pour répondre exactement à l'architecture suivante. Donc, je suis bien dans le W2 et le W3 et le W4, ça passe la même chose. Donc, le fait de comprendre ce que ça veut dire ça, donc je peux comprendre ce que c'est exactement ce bout de code, ou bien ce bout de code. La même chose pour les bytes. Le byte j'ai P1, P2, P3, P4 et ainsi de suite. Donc ici, il y a initialisation des bytes avec des zéros. Donc cette manière-là, si je vais faire appel à initialize parameters, il suffit de lui donner uniquement l'IRSDIMS et l'IRSDIMS est déjà initialisé. Normalement, l'IRSDIMS, si je vais afficher son résultat, est le suivant. Donc, le résultat retourné, c'est un params, par exemple. Params, ça donne quoi? Si je vais l'afficher, params, regardez, params, ça donne ce résultat-là. Ça donne W1, B1, W2, B2, W3, B3 et ainsi de suite. D'accord? Si je vais faire afficher pour W1, donc j'ai le tableau W1 qu'on l'avait montré comment ça se génère. Donc ce deux bouts de code, ça c'est pour générer ou bien pour initialiser tout le réseau. Donc ça, normalement, il peut vous être utile pour répondre ou bien pour améliorer la qualité de code, parce qu'il y avait un atelier ou bien un exercice dans lequel il faut générer ou bien créer un réseau de neurones from scratch et faire l'apprentissage from scratch. Donc ça, cet atelier-là va certainement vous donner des éléments d'amélioration de votre code. Donc voilà, ça c'est la première fonction et nous avons montré comment l'utiliser. Donc ensuite, bien sûr, on va toujours donc ici dans l'apprentissage,
toujours il y a la phase d'initialisation des modèles. Elle est faite à l'aide de cette fonction. Donc tout le réseau est initialisé. Maintenant, on va faire le forward pass. Le forward pass, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'entrée qui est X et j'ai besoin des différents paramètres qui sont déjà notre modèle. On peut l'appeler modèle. D'accord. Donc, bien sûr, ce forward back propagation, ou bien forward plutôt propagation, forward pass ou bien forward propagation, c'est la propagation en avant, ça va bien sûr calculer la sortie. Mais pendant le calcul de la sortie, on doit mémoriser des calculs intermédiaires. Pourquoi? Parce que ces calculs intermédiaires, qui sont par exemple, je l'ai nommé ici deux calculs, le A, c'est pour finalement la sortie de chaque couche, c'est-à-dire l'activation, d'accord? Et le cache, c'est ici normalement, c'est la sommation pondérée. Donc ici, c'est la sommation pondérée et ici, c'est l'activation. Donc pour chaque couche, on est amené à mémoriser les calculs intermédiaires. Pourquoi? Parce que ces calculs intermédiaires vont être utiles pour la mise à jour ou bien le calcul des gradients, qui sont calculés à l'aide de backward propagation, qui vont utiliser ces deux choses, qui sont des calculs intermédiaires, qui ne sont que finalement le résultat de l'activation et le résultat de la sommation linéaire. Et bien sûr, pour faire la mise à jour, j'ai besoin aussi cette fois-ci de Y et de notre modèle pour pouvoir créer les gradients. Et par la suite, pour appliquer la mise à jour, donc des paramètres, on aura besoin des anciens paramètres et des gradients qui sont calculés à l'aide de backward propagation. Et bien sûr, pour la formule de mise à jour, on aura besoin de learning rate comme montré ici. Donc voilà, ici normalement ça manque le learning rate. Donc on doit avoir un certain multiplication fois, d'accord, fois learning rate. Donc ça c'est un oubli que je vais corriger tout de suite. Learning rate, voilà. Donc bien sûr le learning rate est un élément très important et ce pour ne pas sauter normalement l'optimum. Voilà, donc maintenant on va aller vers le forward propagation. Et le forward propagation, bien sûr, on va utiliser les caches. Et vous avez constaté que le cache, c'est une liste. Pourquoi c'est une liste? Parce qu'on a besoin pour chaque couche, il y a des calculs intermédiaires. Pour chaque couche, il y a des activations. Donc, on est amené à mémoriser, l'activation de chaque couche. Donc, de cette manière-là. Déjà, les caches, normalement, c'est une liste et le A est initialisé normalement à X et le L, normalement, le L ici, c'est le nombre de couches. Pourquoi ça? On a utilisé l'un paramètre, la division entière de paramètres par A2. La longueur, c'est-à-dire le nombre de paramètres et la division entière par 2, ça donne le nombre de couches. Parce que j'ai besoin de faire traverser notre réseau en avant. Donc à partir de la couche 1 jusqu'à L plus 1. Donc à chaque fois, je fais l'alternance entre A previous égale à A. Donc le Z, regardez ici le Z, ce n'est que finalement le dot product de A et les paramètres. Et bien sûr, l'activation, ce n'est que la sortie de la couche, ce n'est que l'activation de ce dot product. Et vous constatez que ici, on mémorise à la fois la sommation, d'accord, pondérée qui est uniquement Z. Ça, c'est la sommation pondérée W1 fois X1 plus W2 par exemple fois X2 et ainsi de suite. Donc ça sera mémorisé dans Z.
et le A, c'est l'activation. Donc, je mémorise les deux choses. Je mémorise à chaque fois un tuple dans le cache. Et vers la fin, bien sûr, je return A et les caches qui vont être utilisés ultérieurement dans le backward propagation. Ici, bien sûr, on a dit on va utiliser la fonction sigmoid vu sa nature de dérivée qui va minimiser davantage, bien sûr, les gradients calculés à chaque itération. Donc, si on souhaite, bien sûr, ici faire appel à notre fonction qui est train network, donc on va utiliser ça dans un premier temps. Donc, on a initialisé, bien sûr. Donc voilà, ça vous le connaissez parce qu'on l'a utilisé ça à part. Donc ça, j'ai pas besoin de cette ligne-là et j'ai pas besoin de ce résultat. Donc voilà, si je vais exécuter, bien sûr, il n'y a pas le backward, on ne l'a pas encore fait. Uniquement, on va faire appel à forward propagation. Forward propagation, je vais copier cette partie-là. Voilà, forward propagation. Et aussi, il y a l'utilisation de la fonction segmod. La fonction segmod, normalement, on va l'utiliser. Donc, je préfère la mettre en haut. Parce que ce sont des choses qui sont connues. Donc, voilà, je réexécute. Maintenant, si je vais, bien sûr, faire train network. Train network. Paramètres égale à train network. Mais j'ai demandé d'utiliser le détail du premier forward. Je peux, bien sûr, je peux. Alors, epoch, c'est pas encore initialisé. Voilà, epoch égale à 100, je peux mettre epoch égale à 1. D'accord. Donc, je peux faire epoch égale à 1, mais alors, je peux ici afficher c'est quoi le, alors, j'ai besoin d'afficher le A, c'est quoi? Alors, return A, voilà, c'est l'activation de la dernière, d'accord, de la dernière chose. Donc, je peux utiliser des calculs intermédiaires, à savoir le cache, d'accord? Je peux utiliser le cache, par exemple, et je peux imprimer le A. Dans un premier temps, j'imprime le A. Alors, voilà, le A, c'est ça comme résultat. Donc, notre A est le suivant, c'est-à-dire la sortie de la dernière couche cachée. Et il contient combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs. Donc voilà, ça en ce qui concerne le forward backpropagation. Alors ensuite, il y a l'entraînement, il y a le backward pass et il y a la mise à jour des paramètres. Donc je vais prendre ces deux fonctions qui sont les backward pass. Voilà, ça c'est le forward pass. Et ensuite, il y a le backward pass. Le backward pass. Et il y a ensuite, bien sûr, la mise à jour des paramètres. Et dans le backward pass, bien sûr, on utilise la dérivée de la fonction sigmoid. Donc, dans le backward pass, on utilise la dérivée de la fonction sigmoid. Donc, il faut avoir son code aussi. Donc, ça, il faut avoir le code de la dérivée. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je vais supprimer ça. Donc, le forward backpropagation, elle est là. Le backward propagation, la mise à jour des paramètres et l'entraînement des réseaux qui va faire appel aux trois fonctions principales. Et maintenant, on va faire
on va faire l'entraînement. Donc l'entraînement est fait et la mise à jour des paramètres a été effectuée selon, bien sûr, selon les nouvelles valeurs pour chaque vecteur de poids qui concerne chaque couche. Alors je vais juste parler de le backward propagation. Alors bien sûr, les gradients seront à chaque fois calculés. Ça, c'est le nombre de couches. Et ça, c'est bien sûr la forme ou bien le nombre la dimension de la sortie. Et ça, c'est l'initialisation des gradients qui correspond exactement à cette formule normalement. Ça, c'est l'initialisation, c'est la valeur initiale et c'est exactement celle-là. La valeur de cette dérivée, on l'a mis ici normalement. C'est le moins y moins a. Et par la suite, on va bien sûr utiliser des multiplications parce que le backward pass c'est exactement ça et à chaque fois on utilise des multiplications. Alors bien sûr, on utilise les anciens calculs intermédiaires pour chaque couche et bien sûr ceci donne le DZ, d'accord? À la place de Z on utilise DZ et à la place de A on utilise DA qui est exactement celle-là fois le sigmoïde dérivatif de Z. Et bien sûr, ici, on utilise les gradients pour W et pour B et pour, bien sûr, le A. Et à chaque fois, on mémorise les gradients. Donc pour chaque couche, regardez ici, le L signifie la couche. Sachant que L peut aller de 1 jusqu'à L point L plus 1. Donc pour la première couche, on va calculer DW1. Ça concerne la première couche. La deuxième couche, c'est DW2 et ainsi de suite. Donc, pour chaque couche, il y a des gradients. Des gradients pour les poids, c'est-à-dire les weights, qui sont des W, et aussi pour les bases. C'est la même chose. Donc ça, en ce qui concerne la fonction de retropropagation qui va retourner les gradients. Une fois les gradients sont disponibles, on peut mettre à jour les paramètres de chaque couche. Parce que les gradients, si vous voulez dire, c'est une matrice ou bien c'est un ensemble de matrices. Et chaque gradient sera utilisé dans la couche qu'il faut. Par exemple, ici, les paramètres pour W1, ils seront mis à jour à l'aide des gradients pour DW1. Et DW1 est déjà calculé ici normalement dans la fonction qui est backward propagation. Alors ceci va donner lieu bien sûr à une mise à jour des paramètres. Donc si on va utiliser un train network, si on va réexécuter le tout à partir du début, on aura une mise à jour. Et on peut même afficher bien sûr les gradients. Donc on peut utiliser les gradients, les afficher ici par exemple pour chaque couche, c'est beaucoup. Si je vais afficher pour chaque couche, donc on va essayer ça, mais je vais afficher beaucoup de valeurs. Sauf si vous voulez encore modifier ce programme-là pour le rendre maîtrisable davantage, il faut diminuer le nombre de couches. Et à ce moment-là, vous allez comprendre comment les calculs se font. D'accord? Alors ici, j'ai déjà affiché les calculs intermédiaires des gradients. Donc je vais éliminer cet affichage. Voilà. Bon, cet affichage, c'est celui-là. Si on souhaite, voilà, si on souhaite l'afficher. Regardez, chaque fois, parce que jusqu'à présent, il y a une seule itération. Donc voilà le premier tableau de gradient, le deuxième tableau de gradient, ça aussi le troisième tableau de gradient et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a des calculs pour chaque couche. Donc 1, 2, 3 et bien sûr 4. Donc qui correspond exactement à ce que nous avons fait
Donc 1, 2, 3 et 4 parce que ça c'est input layer. Alors voilà, je vais éliminer ça. Et maintenant je vais juste augmenter le nombre d'époques, si je vais mettre 100 par exemple. Mais ce qui est important, il y a une autre question, c'est chaque 10 itérations afficher la moyenne des gradients de chaque couche. C'est-à-dire, je vais ajouter un bout de code qui est pendant l'apprentissage. Donc, pendant l'apprentissage qui est là. Donc, à chaque if epochs divisé, le reste de la division égale à 0. D'accord? If epoch plutôt, égale 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la moyenne des gradients qui est un p.min, un p.min min gradients normalement. Mais il faut utiliser chaque tableau parce que ici normalement c'est tous les gradients. Donc il faut parcourir aussi toutes les couches. Voilà. Donc il faut faire ça. Il faut calculer le L. Est-ce qu'on a déjà ici le L? Donc on a besoin de L, de nombre de couches. Et pour chaque couche, calculer la moyenne. Donc c'est pas de cette manière. J'ai ici déjà le code. Normalement, je vais le prendre tel qu'il est. C'est pas ça. Voilà, donc j'ai dit pour chaque couche, donc si le donc je vais déjà imprimer ce message qui est l'époque, par exemple, sur le nombre d'époques totales. C'est ce bout de code là et on va l'expliquer. D'accord, c'est juste la partie en bleu. Alors, voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Alors là, bien sûr, le if normalement doit un peu. Voilà, voilà. Donc pour chaque itération, on va afficher la moyenne des gradients pour toutes les couches. Par exemple, ici, on aura combien de moyennes? On aura 4 moyennes. Et on va les imprimer pour chaque couche. Donc, gradient moyenne de W, W1, W2, W3, W4. La même chose, B1, B2, B3, B4, parce que ça se trouve au sein d'une boucle. Donc, regardez ici. Donc, pour l'époque 1, alors je vais essayer d'effacer ces affichages-là. Les anciens affichages, je vais essayer de les effacer. Les anciens prints. Alors, donc ici, il n'y a pas de print. Ici non plus, il n'y a pas de print. Ici non plus, normalement. Oh, normalement, il n'y a pas de print. Alors, je vais refaire. Alors ça, il n'y a pas. Alors, je vais juste refaire l'exécution. Parce que ça, je vais l'effacer normalement. Voilà, il fallait juste refaire. Voilà, normalement, il n'y a pas d'affichage d'autres informations, sauf la moyenne. Alors, pour l'époque numéro 1, regardez ici, normalement, il y a des gradients pour la première couche, la moyenne de mise à jour. C'est-à-dire, par exemple, il y a G1, d'accord, le gradient de W1,
pour la première couche. Supposons la première couche contient un tableau, je sais pas, d'accord, de 5 poids, de 5 paramètres. Alors, il y a 5 gradientes. Ces 5 gradientes, il y a G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5, le tout divisé par 5. Et ça peut nous indiquer quelle est la moyenne de mise à jour. Si cette moyenne de mise à jour est importante, cela dit que l'apprentissage se fait effectivement. Si cette mise à jour est très faible, cela dit qu'il n'y a pas d'apprentissage. Donc ici, remarquez que W1, elle concerne quelle couche déjà? Si on va aller vers W1. Alors ça, c'est W1, W2, W3, W4. Donc W1, il y a une moyenne comme ça. Pour le B1, pour le W2, et ainsi de suite. Alors, on a, avec l'avancement de l'apprentissage, on constate que la première couche, regardez, la valeur de gradient de la première couche, c'est-à-dire pour W1, celle-là, elle est très faible. Elle est très faible, pourquoi? Parce qu'il y a une multiplication répétée de la dérivée de sigmoid par rapport au calcul intermédiaire. Donc, cette multiplication répétée justifie la moyenne faible qui concerne la couche W1. Pour W2, c'est légèrement faible. D'accord? C'est légèrement importante par rapport à W1. C'est légèrement grande par rapport à W1. Pourquoi? Parce que elle se trouve en avant par rapport à W1. La même chose pour W3. Donc, plus on est proche, regardez, plus on est proche de la couche de sortie, ça c'est la W4, c'est la dernière couche, plus la moyenne de mise à jour est importante. Donc, le vanishing problem se justifie par ça. Déjà, proche de la couche de sortie, il n'y a pas trop de dérivés, il n'y a pas de multiplication répétée, donc la valeur moyenne est importante. Plus on avance vers l'entrée, d'accord, plus le gradient devient faible. Donc ça, c'est une première analyse. Une deuxième analyse qui répond à une autre question, qui est vérifier si le vanishing problem a eu lieu, c'est-à-dire le gradient, par exemple, le moyen est à l'ordre de 10 à la puissance moins 5. Si le gradient est inférieur à cette valeur, cela dit qu'il y a un vanishing problem et on affiche par exemple un message avec vanishing problem détecté. Donc, pour ajouter ça, on va ajouter deux lignes de code qui sont les suivantes. C'est-à-dire si la moyenne est, ici j'ai fait moins 6, mais on peut faire moins 5 comme, d'accord? Alors ici, je vais ajouter encore dans mon code source ici. Donc, si, si la moyenne des W est inférieure à moins 5, pour répondre exactement à la question, 10 à la puissance moins 5, print alert vanishing problem détecté à la couche L, c'est-à-dire la couche concernée, pour chaque couche, voilà, pour chaque L. Alors, logiquement, il va l'afficher pour la couche 1 et pour la couche 2, mais rarement qu'il va l'afficher pour les couches qui sont proches de la sortie. Attendez, je pense qu'il y a des erreurs. If. Alors voilà, donc on va faire ça. Voilà ça. Parce qu'il y avait un problème d'indentation uniquement. Voilà, donc regardez. Vanishing problem dans la première itération. Il y a un vanishing problem détecté à la couche 1. Et il y a un vanishing problem détecté à la couche 2. Regardez, il n'y a pas de vanishing problem pour la couche 3 et la couche 4. Pourquoi? Parce que il n'y a pas trop de dérivés multiplicatifs. Parce qu'ils sont proches de la couche de sortie. Donc, ceci justifie que notre code est correct. Le plus important, c'est comprendre comment marche. Et ainsi de suite pour les itérations suivantes. Regardez le vanishing, ça bouge presque pas. Donc, toujours il y a
la même moyenne de mise à jour, il y a toujours un vanishing problem qui est détecté. D'accord? Donc ça, c'est pour comment détecter le vanishing problem. Alors pour remédier à ce problème-là, on a des solutions, mais on peut augmenter le learning rate, d'accord, par exemple. Ou bien aussi il faut mettre, faire une bonne initialisation. Donc deux solutions possibles parmi les solutions. Sinon, on peut avoir autre solution. Donc je peux changer dans le learning rate et essayer d'agrandir un petit peu le- le- la, la- la valeur de mise à jour. Elle devient importante. Sinon, dans l'initialisation, il y a problème d'initialisation des poids. Donc, au lieu d'avoir des valeurs trop petites, déjà, les valeurs générées sont entre 0 et 1 et je vais les diviser par 100. Donc, ça donne des valeurs initiales qui sont trop grandes, trop petites plutôt. Donc, ou bien changer dans le learning rate. Donc, je vais essayer de changer dans le learning rate. On va voir qu'est-ce qui se passe. Sinon, si on change dans le learning rate et rien ne change, alors il faut penser à changer la fonction d'activation. Parce que comme j'avais dit au début de ce cours-là, tous les problèmes sont interconnectés et voilà, normalement, c'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, les problèmes récurrents sont les suivants. Même le data est impliqué, l'initialisation, ce que je viens de dire, l'initialisation des hyperparamètres, à savoir learning rate, ce que je viens de dire aussi, les fonctions d'activation, ce que je viens de dire, et tout ça, c'est interconnecté. Donc, si tu modifies dans une chose, faire attention à un autre facteur. Donc, voilà ça en ce qui concerne le vanishing problem. Ce que c'est exactement, comment le détecter et comment l'éviter. Alors, comment l'éviter? On a plusieurs solutions. Parmi les solutions, il y a le changement de learning rate, mais ce n'est pas toujours une solution fiable. Pourquoi? Parce que euh, je- il faut penser à la fonction d'activation dans les couches cachées qu'il faut changer. Ça concerne normalement, ça concerne les deux dernières questions. Donc ça, vous vous êtes amené à le faire, d'accord? Alors, ici, on va changer la fonction d'activation sigmoid par d'un et refait le même entraînement. Qu'est-ce que vous constatez? Donc, on va analyser le résultat, on va en tirer des conclusions. Et la même chose, on va utiliser la fonction ReLU. Donc, en utilisant ReLU, fort probable que il n'y aura pas le problème de vanishing problem. C'est-à-dire, ce message-là qui ici sera pas affiché. D'accord? Si on va utiliser la fonction array. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris cette première partie. Après avoir présenté le problème de vanishing problem, euh, c'est-à-dire quelles sont ses causes, comment il peut avoir lieu relativement toujours bien sûr à la formule de mise à jour des paramètres. Donc nous avons expliqué ce que c'est ce que c'est le vanishing problem et nous avons donné un exemple from scratch en utilisant des données synthétiques. Alors ensuite, maintenant, bien sûr, on va essayer de voir l'autre partie qui concerne l'exploding gradient. Bien sûr, c'est presque la même logique, sauf que euh, le vanishing problem, ça concerne des valeurs très petites de mise à jour. Et pour l'exploding gradient problem, normalement concerne des valeurs trop grandes pour la mise à jour. Donc si les valeurs sont trop grandes et dépassent un seuil, certainement la mise à jour ne peut pas avoir lieu, comme nous allons le montrer dans un code source dans lequel normalement il y a un exploding gradient
d'accord, et dans lequel, une fois commencé l'apprentissage, on voit que après, c'est-à-dire les erreurs ou bien la fonction loss, euh, aura des valeurs nan. Ceci, normalement, est à cause de, bien sûr, l'exploding gradient, des valeurs qui deviennent très grandes et que ça empêche, bien sûr, les calculs puisque nous aurons des valeurs infinies. Et ça, normalement, nous l'avons déjà vu dans des codes sources auparavant lesquels nous avons utilisé des réseaux de neurones from scratch, à savoir dans le cas où nous avons normalement utilisé un dataset euh, non normalisé. Et ça, c'était dans le cas de advertising problem, le problème de régression. Nous n'avons pas normalisé les données et pendant les mises à jour de notre réseau, nous avons eu à ce moment-là un exploding gradient et par la suite, nous avons eu des losses qui sont de type null. Alors, bien sûr, on va traiter un exemple, mais cette fois-ci, on va pas utiliser des choses from scratch comme le cas de vanishing problem, mais nous avons cette fois-ci utilisé des libraries, à savoir, bien sûr, Keras et TensorFlow. Alors, bien sûr, dans un premier temps, nous allons utiliser pour le même dataset synthétique, en faisant bien sûr appel à la fonction makeRegression qui va générer 1000 exemples avec 20 colonnes. Et bien sûr, nous avons le divisé en dataset de training et de test. Et par la suite, nous allons créer un modèle. Modèle ici avec une architecture qu'on souhaite la créer. Et bien sûr, on compile et on fait l'entraînement et par la suite, on récupère les résultats de l'apprentissage, c'est-à-dire à savoir l'évaluation, d'accord, du modèle et ensuite l'évolution de la fonction loss, soit de train ou bien de validation pour les afficher. Donc, un premier modèle va donner lieu à des résultats non souhaitables, c'est-à-dire train none, test none, et ceci est dû à l'exploding gradient. Et dans un deuxième temps, nous allons essayer d'apporter des améliorations par rapport au même code source. Nous allons l'améliorer pour finalement avoir un apprentissage correct qui reflète finalement un bon avancement d'apprentissage. Alors bien sûr, dans cet atelier-là, dans un premier temps, on va présenter ce que c'est le gradient, l'exploding gradient. J'ai dit qu'il s'agit des valeurs très grandes de gradient, en particulier cette dérivée qui devient très grande. Alors, lors de backpropagation, les gradients sont multipliés par des dérivées des fonctions d'activation de chaque couche. Ici, ces dérivées-là sont grandes avec la multiplication successive de la couche de sortie jusqu'à la couche de sortie. À ce moment-là, les valeurs deviennent de plus en plus grandes. Alors, ce problème devient intense avec des fonctions d'activation spécifiques. Tout à l'heure, nous avons dit pour le cas de vanishing problem, on avait ici normalement sigmoid eta. Par contre, ici, on a ReLU. Pourquoi? Parce que la dérivée de ReLU, parfois, selon sa nature, elle peut avoir des valeurs grandes. Et aussi les alternatives de ReLU, par exemple les KReLU. C'est une autre fonction d'activation qui est variante. Je préfère dire ici, et c'est variante au lieu de alternative. Alors, plus la couche est en avant, d'accord, c'est-à-dire ici, plus le gradient peut devenir très grand. Donc, le cas de cette dérivée-là et la mise à jour, normalement, ça concerne toujours ici fois un learning rate, ici, normalement, fois learning rate, fois learning rate. Alors, l'exploding gradient, pour le mettre en évidence, on va essayer de mettre en place un exemple dans lequel on va commencer par générer le dataset en utilisant la fonction makeRegression, bien sûr de la manière suivante, qui est dans le code, d'accord, makeRegression, qui s'utilise de cette manière-là, dans laquelle on précise le nombre de samples
et aussi le nombre d'attributs, c'est un noise, c'est-à-dire le bruit relatif à ces données-là, et un random state égal à 1 pour finalement générer les mêmes, parce que ça se génère finalement de manière aléatoire. Donc ça, c'est pour la génération du data. Ensuite, il faut créer le réseau de neurones selon cette architecture. On a une seule couche cachée. Et bien sûr, on a un output ayant un seul neurone. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de régression. Donc ici, make regression pour un problème de régression. Il peut ici ajouter une fonction linéaire pour dire que la sortie sera linéaire, d'accord, pour correspondre à notre objectif qui est la régression. Ensuite, il faut compiler et pour compiler, on va utiliser un compilateur, c'est-à-dire un optimizer particulier qui est Stochastic Gradient Descent, pour lequel on va spécifier le learning rate et le momentum. Le momentum, c'est une autre variable normalement, ou bien c'est un autre hyperparamètre qui est utilisé au sein de SGD pour une meilleure optimisation. Donc jusqu'à présent, on va dire juste ça. Parce que par la suite, on va parler des optimizers. Donc la dernière partie concernera dans les techniques d'optimisation, ça concernera comment choisir les optimizers. Alors ici, on va choisir le SGD qui est le Stochastic Gradient Descent de cette manière-là. Donc SGD, c'est un optimizer qui est variante de Gradient Descent de base. Donc en lui spécifiant le learning rate et ensuite, bien sûr, le momentum. Par la suite, on va entraîner le modèle. Donc on entraîne le modèle en utilisant son époque de cette manière-là. Permettez-moi s'il vous plaît 30 secondes et je reviens. Alors voilà, donc j'étais en train de dire que on va bien sûr appliquer le fit et pendant l'application de fit, normalement, il faut faire passer aussi les données de validation, à savoir test X et test Y. Pourquoi? Parce que on aura besoin de garder, de montrer l'évolution de la fonction loss. Donc pour ceci, il faut utiliser ces deux choses-là pour calculer loss validation et loss training. Donc il faut passer impérativement cette partie-là pour pouvoir vers la fin faire ceci, normalement tracer ces graphes. Alors, pouvoir tracer ces graphes-là, par exemple ces graphes, il faut parce on aura besoin de tracer le loss pour le training et le loss pour la validation pour comparer est-ce qu'il y a un overfitting ou pas en général, d'accord? Et comment aussi s'améliore la fonction loss. Donc pour pouvoir avoir ceci, il faut le passer, d'accord? Le passer en paramètres. D'accord, il faut faire ce passage-là pour le fit. Parce que par la suite, on aura besoin de récupérer l'history. Donc à partir de la variable donnée par fit qui s'appelle history. Et dans history, on peut avoir accès à une variable qui s'appelle history. Parce que ici, on peut l'appeler modèle. D'accord, modèle égal, mode égal, ou bien modèle 1 égal. Et cette fois-ci, on va faire modèle 1 ici, partout modèle 1, ici modèle 1. D'accord, modèle 1. D'accord. Et ce modèle 1, normalement, il y a une variable qui s'appelle history. Donc, je la rends. Alors, maintenant, une fois on a ça, on peut accéder à cette variable qui contient à la fois loss et à la fois le validation loss. Et on peut tracer les deux graphes. Donc, c'est pour cela qu'il est important de faire passer ces données-là. Alors, bien sûr, ça concerne la partie de fit. Et par la suite, on va afficher le MSE d'entraînement et de validation. Donc, le MSE, normalement, sera affiché par le biais de modèle, parce qu'il y a la fonction fit, il y a la fonction predict et il y a la fonction evaluate pour l'objet modèle. Evaluate, il faut juste lui passer la partie train et la partie, finalement, le train X et le train Y, et aussi le test et le test Y.
pour qu'on calcule ces erreurs-là. Sinon, on peut les calculer from scratch. Donc ça, en ce qui concerne l'explication du code à avoir vers la fin. Donc, une fois monté ce code-là, on va tracer le graphe de l'os pour l'entraînement et pour la validation et on va en tirer des conclusions pour une première étape. D'accord? Donc voilà, les codes obtenus, ce sont les suivants. C'est-à-dire, euh, pour répondre à ces questions-là, bien sûr, il faut importer les bibliothèques nécessaires. Make regression pour générer le data, dense pour création des couches, séquentiel pour création de modèles, SGD pour création de l'optimizer, puis plot pour tout ce qui est trace et graphe finalement. Alors ici, je génère le data et je fais le split. Ça, c'est la partie data. Ensuite, la partie modèle, il y a l'initialisation des modèles et la création de la première couche cachée et qui normalement qui contient 25 neurones et l'input dim c'est 20. Donc c'est exactement ce qui est marqué ici. La fonction d'activation, on a utilisé ReLU et le kernel, on a utilisé HeUniform. On a déjà parlé des problèmes d'initialisation. On a montré c'est quoi exactement He et quand est-ce qu'il est utilisé. On a dit il faut l'utiliser en général. Elle accompagne en général la fonction d'activation qui est ReLU. Donc c'est le cas ici. On a utilisé HeFunction, HeUniform. Par la suite, on va ajouter une autre couche, d'accord, ayant un seul neurone. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de régression. Et la fonction d'activation est linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que ça correspond au problème de régression. Alors, par la suite, une fois créé les deux couches, d'accord, nous allons compiler. Et pour compiler, il faut préciser la fonction de l'os. Et ici, nous avons un problème de régression. Donc, la fonction de l'os équivalente pour un problème de régression, c'est mean squared error ou bien root mean squared error. Dans ce cas, on a utilisé mean squared error. L'optimizer, dans la compilation aussi, on peut utiliser, il y a plusieurs, d'accord, mais on a utilisé Adam, plutôt on a utilisé SGD, parce qu'on va améliorer SGD de manière à éviter l'exploding gradient. Par contre, on peut utiliser autres algorithmes, autres techniques telles que Adam ou bien autres optimizers. Alors, une fois faire la compilation, on peut faire le fit. Ici, on peut faire passer la partie data, d'accord, training. Et pour la validation, je viens d'expliquer tout à l'heure pourquoi faire passer ça. Donc, pour son époque, et verbose ne pas afficher bien sûr d'accord, l'évolution, d'accord. Sinon, on peut afficher et éviter ça. Mais je préfère diminuer le nombre d'époques pour faire vite. Donc, je vais réexécuter les bouts de code. Donc, voilà cette partie et voilà celle-là. Et voilà, donc ici, normalement, on a utilisé on n'a pas utilisé verbose. Du coup, on va afficher ces résultats-là. Par contre, si on utilise verbose, à ce moment-là, ces résultats ne seront pas affichés. Alors, vous constatez qu'il y a losnan, val, losnan. Pourquoi? Parce que ceci est dû à un problème d'exploding gradient. Parce que pendant la première itération, il y a un problème d'accord, d'exploding gradient. Alors, comment l'éviter? Ça, c'est une question, d'accord, qui nécessite beaucoup d'analyse. Notamment, qu'est-ce qu'il faut modifier dans le code pour éviter ça? Donc, il faut l'améliorer. Mais si on va, par exemple, euh, modifier le learning rate, parce que ça peut causer l'exploding gradient. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend aussi de la nature du data et ainsi de suite. Mais dans un premier essai, je vais essayer de faire, c'est-à-dire multiplier par 10 et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Toujours le même cas, donc ça n'a pas résolu le problème. Donc si je vais, bien sûr, pour l'améliorer, donc on a un exploding gradient d'après la nature du résultat obtenu. Donc, comment l'éviter? Il y a des techniques. Donc, parmi les techniques, bien sûr, si vous allez bien sûr rechercher
sur Google ou bien la documentation ou bien même ChatGPT. Donc, comment éviter l'exploding gradient. Donc, parmi les techniques, il y a le clip normalization. C'est quoi le clip normalization? Ce n'est qu'une technique qui a comme objectif de normaliser les gradients. C'est-à-dire, s'ils dépassent un seuil, il faut les rendre à ce seuil-là. Donc, clip norm est une méthode de clipping qui limite la norme des gradients à une valeur spécifiée. Donc, s'il dépasse un seuil, elle va la rendre à une valeur spécifiée. Si la norme des gradients dépasse cette valeur, elle est ramenée à cette limite tout en maintenant la direction des gradients, c'est-à-dire le signe, soit positif ou bien négatif, il faut le garder bien sûr. Inchangé. Ceci empêche, pourquoi? Parce que cette technique-là empêche les gradients de devenir très grands. D'accord? Donc la norme c'est quoi? Il faut dire clip norme. La norme, c'est quoi? C'est la racine carrée d'un certain sigma JU au carré. Et c'est quoi JU au carré? Ce sont les composantes du gradient. Quelles sont les composantes des gradients? Pour, bien sûr, ici, c'est la dérivée de l'os par rapport à W. C'est une autre notation mathématique. Donc, l'os par rapport à W. Donc ça, c'est la dérivée de l'os par rapport à W1, la dérivée de l'os par rapport à W2 et ainsi de suite. Sachant que W1 jusqu'à W1 constitue le vecteur W. Donc la dérivée de l'os par rapport au vecteur W, c'est exactement ces composantes, ce sont les suivantes. Donc pour calculer ça, finalement un GI, ça c'est G0, G1 si vous voulez, ou bien G0, G1, G2 et ainsi de suite jusqu'à G1. Donc chaque dérivée, c'est une composante. Donc il faut calculer la somme des carrés et faire la racine carrée, et ceci c'est la norme. D'accord? Donc si le gradient dépasse cette norme, donc il faut le normaliser, il faut changer la valeur. Donc il faut faire le clipping. Donc si la norme dépasse, c'est-à-dire si celle-là dépasse la valeur des clip normes, disons par exemple on va l'appeler C ici, c'est pas CC, c'est C. Les gradients G sont mis à l'échelle comme suit. G pour chaque gradient égale à C, cette valeur, qui est une valeur qui sera passée en paramètre sur la norme. Et la norme, on sait comment la calculer, fois G, l'ancien G. Donc ceci est valable pour chaque G. D'accord? Ceci empêche à avoir des valeurs trop grandes. Donc dans le code source, comment on va l'utiliser? Bien sûr, on va utiliser la même phase d'initialisation qui est celle-là. Donc la partie data est intouchable. Par contre, dans la partie établissement du modèle, on l'initialise, on crée la couche, mais ce qui est important dans la création de l'optimizer, qui est SGD. Donc on a le learning rate, on a le momentum, et on va ajouter le clip norm. Le clip norm ici c'est 1, c'est ça le C. Donc une fois le C est dépassé, donc on va faire C sur norme. Donc C pour nous c'est 1, sur norme on va la calculer fois l'ancien G et on trouve la nouvelle valeur. Donc tout ceci normalement se fait derrière, se fait en boîte noire pendant l'entraînement. Donc la seule chose qu'on a ajoutée c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a un overfitting. En général, si vous avez à voir ça pendant l'apprentissage, il s'agit d'un overfitting. Donc, pour l'éviter, parmi les solutions, je ne dis pas qu'il y a une seule solution, parmi les solutions qui existent, il y a le clip norm. Donc, le clip norm, bien sûr, une fois l'utiliser, on va avoir ces résultats-là. Donc, ici, c'est banane, mais c'est bien, c'est 0,631. Et dans le test, on a 14, machin. D'accord? Ceci dit, bien sûr, pourquoi? Parce que ça, pendant l'entraînement, on a 0,6. Mais pendant le test, on a, est-ce qu'il y a un problème de généralisation, oui ou non? À savoir. Donc ça, c'est une autre question. Mais ici, ça se voit qu'il y a l'évolution de la fonction, d'accord? De la fonction loss, soit pour le training ou bien pour le test. Donc ça, en ce qui concerne l'exploding gradient. Donc j'espère